Welcome to the Polycast. My name is Sil. Bienvenue au Polycast, le podcast de Polytech Montpellier, l'école d'ingénieurs de l'Université de Montpellier. Le Polycast reçoit des invités de tous les coins du monde et de tous les horizons professionnels. Qu'ils ou elles soient scientifiques ou littéraires, artistes ou businessmen, businesswomen, penseurs, penseuses ou acteurs, actrices de terrain, nos invités nous aident à mieux penser la société. Leur expérience éclaire la nôtre. Aujourd'hui, le Polycast accueille Serge Pravosudovic. Docteur en conception assistée des systèmes, chercheur au LIRM et enseignant à Polytech Montpellier en microélectronique et automatique, Serge a surtout marqué l'école par son engagement au plus haut niveau, puisqu'il en a assumé la direction de 2009 à 2019 et piloté en tant que coordinateur national le réseau Polytech de 2017 à 2019. Pour ouvrir le bal du Polycast, Serge, appelé Pravo par ses amis, est revenu sur les joies et souffrances de la direction d'école. Derrière sa voix tranquille, sa passion pour ce métier transparaît et nous apprenons en l'écoutant ce qu'est l'engagement au long cours pour la vie d'une école universitaire. Serge Pravosudovic, merci d'avoir accepté de répondre aux questions du Polycast. Alors je vous ai soumis les questions, mais c'est une conversation, donc tu n'hésites pas à dire ce que tu veux nous dire. On a une architecture d'entretien. Et donc, comme je l'ai expliqué dans l'introduction, tu as présidé aux destinées de Polytech Montpellier et du réseau national pendant un moment. Et la première question qui nous vient à l'esprit, c'est mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Pourquoi tu t'es dit et comment tu t'es dit un jour, je vais diriger une école d'ingénieurs? Bien, bonjour Sil et merci pour cette belle initiative de podcast. Alors, qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Alors, ce qui est sûr, c'est que l'idée de devenir directeur, c'est pas une idée que j'ai eue le matin en me rasant comme certains. C'est le résultat d'un long processus et d'une longue implication dans l'école. En fait, j'ai commencé à m'impliquer dans l'école dans les années 90 en étant membre du conseil d'école, donc 2 fois consécutives, puis responsable d'un département, le département MEA sur 2 mandats. Puis après, j'ai été chargé de mission, puis directeur adjoint, enfin directeur délégué en charge des relations entreprises et de la recherche, sous les mandats de Michel Desbordes et de Navarro. Et à la démission de Jean-Marie Navarro, puisque Jean-Marie Navarro a arrêté son mandat 1 an avant la fin, c'est Alain Grasmick qui était alors directeur adjoint, qui a assuré l'intérim, mais Alain ne voulait absolument pas, était proche de la sortie et ne voulait absolument pas prendre la direction. Donc avec l'équipe de direction en place, Christophe Fiorio était là, Philippe Papé également, directeur adjoint, directeur des études. On a un petit peu réfléchi, on s'est dit à qui le tour, à qui d'y aller. Mais donc c'est un processus, c'est-à-dire que tu te sens déjà prêt dans ta tête à faire, parce qu'il y a une partie politique, est-ce que tu te sens déjà prêt à faire beaucoup d'administratifs? Tu pars d'un profil de chercheur et tout d'un coup tu es catapulté dans un rôle qui est beaucoup administratif et politique, mais il n'y a pas de formation pour ça. Donc à quel moment tu te dis je suis capable de le faire? Alors, il n'y a pas de formation. Si, justement, il y a eu une formation du fait de ce long processus. La formation, elle a été un peu en tant que responsable de département, en tant que membre du conseil d'école, en tant que directeur adjoint, etc. J'ai appris le métier. Et puis, si je l'ai fait, c'est des choses qui me plaisaient. Donc, à un moment, il fallait y aller. Je crois qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un. Et je crois qu'à ce moment-là, j'étais prêt à le faire. Est-ce que tu penses, en regardant un peu en arrière, est-ce que tu penses qu'il y a, au moment de ce processus, cette progression dans le long terme, il y a un moment où tu t'en rends compte et tu dis c'est bon, je suis fait pour et je vais le faire? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est trait à une personnalité particulière? C'est-à-dire, est-ce que c'est ouvert à tout le monde, à ton avis, en termes de profil? Est-ce que tout le monde peut s'inventer directeur d'école? Ou il y a effectivement des traits particulier qui t'amène à assurer ces positions? Non, c'est un choix et c'est une appétence pour ce métier-là, qui est complètement différent du métier. Il faut le reconnaître. D'enseignant-chercheur. Donc c'est une certaine appétence pour l'organisation, pour le management, etc. Et qui est encore une fois que j'ai appris petit à petit. Alors, je ne sais pas s'il y a un moment où on se dit « j'ai envie d'être directeur ». Il y a surtout des moments où on se dit « j'ai envie de ne pas l'être ». Et ça, très tôt, on m'avait demandé, Serge Pétavin à l'époque, je me souviens de Serge Pétavin qui m'avait demandé de prendre sa succession à l'époque. Et à ce moment-là, j'avais quel âge à cette époque?
je devais avoir une quarantaine d'années. Ouais. Okay, et bon, j'avais estimé que c'était trop jeune, que j'avais pas encore fait ma carrière d'enseignant-chercheur, de chercheur surtout, et qu'il me fallait encore du temps. Autrement donc, dit, quand j'ai eu l'opportunité de le faire, j'avais 50 ans, et à 50 ans, j'estime que c'est le moment de faire ce genre de mission. Alors là, tu viens de dire, j'avais pas terminé mon travail de chercheur. Est-ce que ça sous-entend un sacrifice complet de tes activités de chercheur quand tu prends une responsabilité de cette envergure ? Le premier mandat, j'ai réussi à faire les deux. J'ai réussi à faire les deux, à suivre l'équipe de mon équipe de recherche, un certain nombre de thésards, etc. On a un gros inconvénient, enfin moi j'ai un gros inconvénient, c'est que mon laboratoire n'est pas situé sur les locaux de Polytech. Il n'est pas situé sur le campus Triolet, il est situé à Saint-Priest. Donc il faut prendre la voiture, il faut se déplacer, il faut une demi-journée pour y aller. Donc petit à petit, on s'éloigne et on ne fait pas l'effort d'aller au laboratoire puisqu'on n'a plus le temps. Hein. Tout simplement, on n'a plus le temps. Et donc autant sur le premier mandat, j'ai réussi à tenir un peu certaines activités de recherche qui étaient déjà lancées, autant sur le second, je les ai mis complètement entre parenthèses. D'accord. Alors, donc, en fait, quand je me m'étais penché sur cette idée de sacerdoce, je m'étais dit, mais quel sacrifice familial, comment tu as dit ça à ta femme, à tes enfants ? J'imagine que c'était une décision mesurée, personnelle, avec ta femme, justement, mais comment vous l'avez vécu ? C'est une question très personnelle, hein, tu réponds si tu veux seulement, mais je me disais, forcément, tu vas voler des heures au personnel et tu vas les donner aux professionnels. Comment tu l'as vécu ? Alors oui, tout à fait. Quand j'ai pris, j'ai la chance d'avoir une épouse qui comprend et qui a joué le jeu aussi de ma carrière professionnelle et de mon intérêt professionnel. Donc elle a très vite compris. Et après, j'ai toujours essayé de faire la part des choses entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors c'est vrai que la vie professionnelle d'un directeur, ça prend beaucoup de temps. Tu peux nous donner une idée de genre d'horaire du nombre d'heures qu'on dort la nuit ? C'est simple, les horaires, c'est 8h du matin, 7h du soir, ça fait 11 heures. Mais on ne peut pas raisonner en nombre d'heures, c'est une implication constante. On a l'unité centrale qui fonctionne en permanence, jour et nuit. Plus des fonctions le soir aussi, des dîners, des choses comme ça. Le soir, il y a déjà tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant la journée, répondre aux mails, ce genre de choses, ça prend souvent 2-3 heures. C'est peut-être le plus gênant pour la vie familiale, parce que quand on arrive à la maison et qu'on se remet devant l'ordinateur, là, ça passe pas souvent très bien, mais on arrive quand même à le gérer, on se cache un petit peu, on arrive à le faire. On en profite pour remercier tous les époux et les épouses qui soutiennent les carrières de leurs épouses et épouses. Oui, c'est pas si simple que ça. Et puis bien sûr après des obligations de déplacement, des obligations le soir. Là, je pense comme tout boulot de responsabilité, il y a un certain nombre d'obligations et les difficultés que ça entraîne. Après, il faut faire la part des choses et il faut consacrer des moments à la vie familiale. Je crois que je suis arrivé à le faire avec mon épouse, on est arrivé à le faire, à se prendre des moments de vacances, d'évasion, voilà. D'accord. Il faut avoir des contreparties. Et inversement, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'étais réservé des poches de vacances et tout d'un coup, un problème d'école s'est rappelé à toi à des moments inopportuns ? J'imagine que c'est arrivé une ou deux fois, comme dans toutes... Les vacances, c'est jamais des vraies vacances. Tu as toujours ton PC sur toi et tu es en permanence en train de gérer les choses à distance. Donc oui, je suis parti en vacances, mais oui, avec mon PC, et oui, en passant quelques heures. D'accord. Et ça, quand tu passes le relais au directeur d'après, donc en l'occurrence pour Polytech Montpellier, Lionel Torres, est-ce que tu lui dis, est-ce qu'il le sait déjà, tu vas perdre une partie de ton confort de vie personnelle, ou est-ce que c'est une chose implicite ? En fait, ce que j'essaie de dire... Avec Lionel, c'est très particulier, parce qu'avec Lionel, on se connaît très bien depuis très longtemps. On est dans le même laboratoire, dans la même équipe de recherche. Lionel a été directeur adjoint, en charge des relations entreprises et internationales par la suite, pendant 10 ans avec moi. Donc, il connaît exactement le fonctionnement. C'est quelqu'un qui aussi était très impliqué sur beaucoup de choses, sur le LabEx, sur le laboratoire, etc. Donc, qui était déjà dans cet état-là avant de commencer. D'accord, qui connaît ce style de vie. Qui connaît ce style de vie. Donc, je pense qu'il devra mettre quelques activités, ou il a déjà mis quelques activités de côté pour se consacrer pleinement à cette fonction.
Mais bon, j'ai aucun doute sur le fait que Lionel... Mais donc on peut dire, si tu devais résumer l'impact d'une fonction telle que la direction d'école dans la vie professionnelle et personnelle d'un individu, c'est qu'il y a un côté implicite de sacrifice au nom d'une passion. On est d'accord, de sacrifice de certaines choses, mais comme dans toute carrière. Comme dans toute carrière, c'est un métier de passion, hein, comme dans toute carrière. Et le plus important, c'est après de savoir faire la part des choses. Certains n'y arrivent pas. Hein. On a des exemples. Bon, on y arrive plus ou moins. D'accord. Ok. Bon, tu y es bien arrivé. Alors, je vais te demander de faire un peu de rétrospection. On va essayer de voir avec toi qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché à l'école. Est-ce que tu veux commencer par les obstacles ? Peut-être. Ce qui m'intéresse dans les obstacles, en fait, c'est la façon dont on les surmonte et ce qu'on apprend de nos plantages. C'est-à-dire, en France, je trouve que le plantage, quand on se trompe, est mal considéré. Et il me semble qu'on apprend tellement de choses quand on se trompe. Donc, on apprend de ses erreurs. Est-ce que, peut-être, on pourrait commencer par ça ? Est-ce que tu as eu l'impression, sur les 10 années de management d'une école, d'avoir pris quelques décisions sur lesquelles tu t'es dit « Ah, j'aurais dû faire ceci, faire cela », et du coup, tu as rectifié le tir ? Il y en a certainement des erreurs. Il y a certainement des erreurs parce que toute la journée, on prend des décisions. C'est le propre d'un directeur. Être directeur adjoint, c'est différent. Hein. On participe à la direction, mais la décision finale, elle ne revient pas. Être directeur, c'est prendre la décision. Donc nécessairement, à un moment donné, on se trompe. Je prends un exemple. Quand il y a un classement à faire sur des promotions, on va mettre un premier et un second. Il est probable que de temps en temps, on se trompe. Mais les grosses erreurs, j'en vois pas. Je peux dire que si c'était à refaire, il n'y a pas grand-chose que je changerais, ou alors à la marge, bien sûr. Oui. Les grosses erreurs, il n'y en a pas. Alors on peut toujours se dire, il y a eu un gros dossier, c'est le dossier Perpignan. Peut-être que sur ce dossier, on a fait des erreurs collectives, avec les présidents successifs qui s'en sont occupés, Michel Robert et Philippe Auger, avec le président de Perpignan. Il y a probablement eu des erreurs collectives qui ont fait que ce dossier, c'est fini par la séparation et la perte du département ENR. Donc du coup, si c'était à refaire, comment tu aborderais... En fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est dans la dynamique de relecture rétrospective, est-ce que tu te dis, tiens, si j'avais jalonné comme ça, si on avait vu ça comme ceci, peut-être qu'on aurait pris une décision différemment. Non, j'ai pas de solution. C'est difficile à faire. J'ai pas de solution parce que c'est des positions de principe, souvent. C'est des positions d'hommes aussi qui défendent leur structure. Donc c'est des négociations. Hein. Et cette partie... j'ai pas de vraie solution là-dessus. Et je veux revenir à... C'est un peu revenir à la question d'avant, mais est-ce que cette partie de décision qui devient peut-être éminemment politique, est-ce que tu t'y étais senti préparé ou pas ? C'est-à-dire que dans ta progression en gravissant les échelons, est-ce que tu t'es senti politiquement aguerri de manière à pouvoir savoir prendre des décisions qui influent sur les destins de nombreuses personnes ? C'est de la politique. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Tu comprends le système, tu vois comment il se passe, mais tant que tu n'es pas confronté à un classement pour des promotions, ces choses-là, que ce n'est pas toi, in fine, qui prend la décision alors que tes collègues ont des visions qui peuvent être différentes ou qu'il y a des choix à faire, tant que tu n'es pas confronté à ça, tu n'es pas vraiment préparé à ça. Parce que là, c'est toi face à toi-même. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et il faut se dire à un moment, c'est toi qui prends la décision. Tu as deux collègues, un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, et toi, il faut que tu choisisses entre le blanc et le noir. Voilà. Et ça, non, tu n'es pas spécialement préparé à ça. Donc tu as toujours des interrogations qui te trottent dans la tête en permanence. C'est là où je te disais que l'unité centrale marche en permanence parce que tu te dis pendant quelques heures, quelques jours derrière, tu dis peut-être que j'aurais dû choisir l'autre côté. Mais on avance. Et on avance. Ouais. Et à un moment, il faut avancer. Ouais. Ok, donc en fait, la même question s'applique à... Est-ce que si tu regardes un peu en arrière, il y a des choses qui t'ont semblé... il y en a plein de choses, mais est-ce qu'il y en a une ou deux qui t'ont beaucoup plu, qu'on a réussi et dont tu es très fier, qui ont vraiment, si tu veux, symbolisé ton plaisir d'être directeur d'une chouette école d'ingénieurs ? Alors, il y a
y a la première période qui m'a quand même beaucoup marqué, la période où j'ai commencé mon premier mandat. Mon premier mandat, je l'ai commencé avec une restructuration de l'école. Donc restructuration des services, restructuration des départements. À l'époque, il y avait une secrétaire par département, il y avait des services qui n'étaient pas très, très bien identifiés. Donc on a travaillé un moment, presque un an, à faire des réunions avec l'ensemble du personnel, l'ensemble des équipes de direction pour essayer de voir comment on allait réorganiser l'école. Sachant que l'école prenait de l'ampleur par rapport à ce qu'elle était précédemment. Et donc c'est une période extrêmement intéressante parce que c'est une période où on a construit l'école telle qu'elle est aujourd'hui et la structuration telle qu'elle est aujourd'hui. C'était ton premier mandat, donc plein d'entrains, plein d'entrains et plein de choses à faire. Oui. L'école était dans une situation qui était un petit peu compliquée, qui sortait donc, du mandat de Jean-Marie Navarro, qui ne s'est pas très bien passé et qui avait d'ailleurs conduit à la démission de Jean-Marie au bout de 4 ans. Donc il y avait pas mal de choses à faire à ce moment-là. Et je crois qu'on est arrivé en un an à mettre une structuration en place qui a tenu 10 ans et qui est encore d'actualité aujourd'hui. Mais donc on peut dire que tu t'es fait plaisir à ce moment-là. C'était un vrai plaisir, ce travail-là. Oui, plaisir parce que c'était pas uniquement de la gestion, il y avait des choses à inventer, des choses à faire, de la stratégie. D'accord. Tout à fait. Il y a un autre moment qui a été important dans ma vie de directeur d'école, c'est le changement de responsable administratif. Au début de mon mandat, il y avait une responsable administrative qui était Madame Delbar, qui a eu une promotion et qui est partie au rectorat 2 ans après mon premier mandat. Et là, je me suis retrouvé dans une situation où je cherchais une responsable administrative, un ou une responsable administrative. Et c'est là qu'en discutant avec Céline Berger, qui était à l'époque chargée de communication au LIRM, dans le laboratoire dans lequel j'étais, à un moment, elle me dit, eh bien, écoute, moi aussi, j'ai envie de changer d'air. On vient de changer de directeur au LIRM, j'ai envie de changer d'air, j'ai envie de changer de boulot. Et laisse-moi 2 jours pour réfléchir et je te donnerai ma réponse, mais ça peut m'intéresser. Et en 2 jours, en 2 jours, ça s'est réglé. On s'est tapé dans la main, on a fait un pari. Elle n'avait aucune compétence sur les aspects administratifs. Moi, j'étais tout jeune directeur. Et on a fait le pari de partir ensemble sur la direction de cette école. Et ben, je crois que ce pari, elle et moi, on l'a gagné. Et je pense que l'école aussi l'a gagné. Et là, je veux remercier vraiment Céline pour son accompagnement pendant 8 ans. Le bilan que vous avez créé. Oui. Pendant 8 ans. 8 ans, d'accord. Voilà. Et elle continue aujourd'hui, absolument, puisqu'elle n'a pas de mandat, on la salue puisqu'elle soutient le Polycast depuis son idée. Voilà. Donc ça a été un moment important et je crois que ça l'est pour l'école aussi. On le reconnaît tous aujourd'hui. Et peut-être un troisième ou je suis sûr que la liste est longue, mais ces deux-là... La liste est longue. Après, celui qui m'a occupé le plus certainement... Alors, il y a eu plein de passages, les audits CTI, tous les dossiers CTI, etc. Mais bon, toute la journée, il y avait des choses intéressantes à gérer. Celui qui m'a occupé le plus longtemps, c'est le dossier ENR. Le dossier du département ENR avec l'université de Perpignan. Donc quand je suis arrivé, ça venait d'être monté. Je suis arrivé en 2009 et le département ENR a commencé en 2008, donc ça démarrait. Tout restait à faire et la gestion avec l'université de Perpignan m'a pris énormément de temps et a été un petit peu compliquée. D'accord. Donc du coup, ça nous donne une bonne passerelle vers une des questions qui occupe pas mal d'étudiants en ce moment, qui est la problématique environnementale et la façon dont les écoles et le supérieur en France doivent s'en emparer. Est-ce que tu as l'impression que... La première question qu'on se pose, c'est pourquoi ça a tant de mal à décoller en France ? Pourquoi on est peut-être un peu lent dans les écoles, dans le supérieur, mais même peut-être aussi dans les entreprises en France, à s'emparer des problématiques. On connaît les faits aujourd'hui, et donc adapter nos enseignements. Pourquoi ça a tant de mal à décoller, selon toi ? Est-ce que c'est... Alors d'abord, c'est vrai que je vais préfacer ma question en disant que c'est vrai que la science et la data commencent à devenir omniprésentes.
Donc on commence à bien maîtriser les sujets, mais il y a de tout et n'importe quoi. Donc j'imagine que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il est très difficile pour les décisionnaires de prendre les bonnes décisions. Mais on a un peu aussi l'impression qu'il faudrait agir tout de suite. Pourquoi ça a tant de mal à être fait au niveau des écoles, au niveau des universités ? Alors, je ne souscris pas tellement avec cette affirmation, ça a du mal à démarrer dans les écoles. Moi, je rappellerai quand même que cette problématique, on a commencé à la prendre en main en 2010. Hein, ça a commencé en 2010, ici d'ailleurs sous l'impulsion de Jean-Louis Bantini, et on a été une des premières structures dans l'enseignement supérieur, une des premières écoles, enfin écoles et universités confondues, à être labellisées avec le label des DRS, donc fourni par la CGE, la Conférence des grandes écoles, et la CPU, la Conférence des présidents d'université. Donc ça fait quand même 10 ans qu'on s'en préoccupe. Alors, on pourrait se dire, on va passer vite sur ces aspects-là. Mais je pense qu'il faut replacer l'école dans ce contexte. Notre objectif premier, c'est de former nos étudiants à être ingénieurs dans leur domaine, en électronique, en informatique, en bio, etc. Donc c'est notre objectif premier. Les aspects développement durable doivent être pris en compte dans la formation. C'est certain, et c'est ce qu'on essaye de faire et ce qu'on a mis en place depuis un certain temps, mais doivent être mis en place pour les former, pour les sensibiliser à ces aspects-là. On ne fera pas des ingénieurs spécialisés, et notre but, ce n'est pas de faire des ingénieurs spécialisés développement durable. D'accord ? C'est de faire des ingénieurs spécialisés en électronique, en informatique, etc., ayant cette sensibilisation au développement durable ou à la responsabilité sociétale. Je pense qu'il ne faut pas mettre le développement durable en tête des préoccupations d'une école d'ingénieurs. Attention. Est-ce que ce que tu es en train de dire est motivé par l'idée que les entreprises, en fait, ne sont pas demandeuses de profils qui ont mis la problématique environnementale en priorité ? Est-ce que c'est, en fait, l'attente des industriels, des gens qui vont embaucher nos ingénieurs, qui motive, si tu veux, les maquettes, qui motive la façon dont on met du contenu dans nos enseignements ? Et donc, la deuxième partie de la question, c'est si jamais tu devais avoir toute une infrastructure industrielle ou d'employeurs qui venaient à Polytech et qui disaient au directeur écoutez, vos ingénieurs ne sont pas assez sensibilisés à ceci ou à cela, là on parle d'environnement, est-ce qu'à ce moment-là ça motiverait, si tu veux, un basculement vers ok, on change les contenus, ou c'est nous qui gardons le doigt sur le compas de ces enseignements? Tu as bien vu, on change les contenus. On ne peut pas aujourd'hui rajouter du contenu à la formation. Donc il faut changer les contenus, c'est-à-dire qu'il faut en enlever. Ce qu'il faut comprendre dans la formation d'un ingénieur, nous, ce qu'on va lui amener, c'est les techniques et les méthodes de base qui vont lui servir après pendant les 40 ans de sa vie professionnelle. Et le vernis nécessaire pour comprendre le monde et essayer de s'auto-former. Et là-dessus, j'estime que sur alors je me trompe peut-être, et l'avenir dira peut-être le contraire, mais que sur les aspects développement durable, sur les aspects climat, sur les aspects énergie, notre job, c'est de leur amener ce vernis qui vont, eux, permettre d'évoluer et de s'auto-former. Mais par contre, les bases de l'électronique, les bases de l'informatique, les bases des sciences de l'eau, etc., c'est notre job de leur apporter ça. Et pendant 40 ans, ils vont utiliser ces bases-là. Les aspects environnementaux évolueront. Alors, bien sûr, on trouve des entreprises qui travaillent sur l'environnement et sur ces choses-là, qui sont beaucoup plus pointues sur ces aspects-là, mais c'est probablement pas les ingénieurs, ils viendront probablement pas chercher des ingénieurs chez nous sur l'aspect environnement. D'accord. Il y a d'autres écoles pour ça. D'accord. Alors j'aimerais qu'on puisse, là il n'y a pas vraiment de passerelle, j'aimerais qu'on puisse aussi parler un peu de ton parcours dans le réseau, puisque tu as assuré la direction du réseau pendant plusieurs années. Alors même question que celle du départ, pourquoi, comment, et deuxièmement, quelle est la différence entre manager une école et ensuite présider aux destinées d'un réseau d'écoles ? Alors pourquoi, comment d'abord ? Pourquoi les statuts du réseau font que le mandat d'un coordinateur est de 2 ans non renouvelable. Donc tous les 2 ans, le coordinateur change. Ça, c'est une volonté historique du réseau Polytech qui a été montée comme ça. C'est que cette fonction tourne. Il est forcément directeur ?
Il est forcément directeur. Dans les statuts, il est forcément directeur. Il faut d'ailleurs qu'on réfléchisse. On a eu une première réflexion l'année dernière sur cet aspect-là. Le réseau est monté en puissance. Il est de plus en plus difficile d'être à la fois directeur et de coordinateur du réseau. Personnellement, je pense que les fonctions aujourd'hui ne sont plus cumulables. Il va falloir que... si on veut vraiment s'occuper du réseau, il faut d'abord une présence parisienne presque toutes les semaines dans les ministères, à la CDFI, à la CGE, un petit peu partout dans les instances parisiennes. Donc, à mon avis, c'est un boulot à temps plein si on veut le faire correctement. Mais bon, ça, c'est une réflexion qu'on a en ce moment dans le réseau. Il faut qu'on y réfléchisse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est un directeur. Alors, il faut que ça tourne. Il y a un moment où au bout de 2 ans, quand un coordinateur a fini son mandat, on se regarde et on fait un tour de table. Et donc, il y a des nouveaux directeurs qui sont là, qui n'ont pas encore le bagage suffisant peut-être, ou l'envie de prendre la direction du réseau. Il y en a d'autres qui finissent leur mandat, qui vont partir, et puis il y en a un qui a un peu de bouteille, qui a fait 8 ans de direction et à qui c'est le tour. Et voilà comment c'est arrivé. Et donc sur mes 2 dernières années de mandat de directeur, j'ai aussi coordonné le réseau Polytech, et je peux dire que c'est un deuxième job, et ça c'est lourd. Ça m'a pesé parce que c'est très lourd. Alors, c'est quelque chose qui est complètement différent parce que c'est vraiment un boulot d'animateur, de coordinateur. On n'est pas dans une situation de directeur où on ne décide rien en tant que coordinateur. C'est l'assemblée des directeurs qui décide. La plupart du temps, à l'unanimité. Donc vous réunissez, le boulot, c'est des réunions. C'est des réunions une fois par mois à Paris au minimum, et souvent bien plus parce qu'avec les concours, avec d'autres... Des échanges par coup de fil, des mails. Oui. Donc c'est de la coordination et de la décision. Le mot coordinateur veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est pas un boulot de directeur. Alors souvent, on a l'impression qu'on peut avancer beaucoup plus vite en prenant des décisions. Mais on ne peut pas le faire quand on est coordinateur. Il faut entraîner tout le monde derrière soi. Et c'est un job qui est complètement différent. Donc, au sein du réseau, une école, un directeur, une voix. Oui, même si très rarement on arrive au vote. Souvent, les décisions sont prises à l'unanimité parce que c'est des consensus. Par la discussion, on arrive souvent à des consensus. Si tu devais résumer en quelques mots la direction générale du réseau Polytech aujourd'hui, où allons-nous dans les 5 à 10 ans qui viennent, en tant que réseau? Alors, en tant que réseau, aujourd'hui, on est 15 écoles. On est 15 écoles membres du réseau. Je ne pense pas que dans un avenir proche, on augmente ce nombre d'écoles. On vient d'en rajouter une en Chine, si j'ai bien compris. Non, alors je parle des écoles membres, donc des 15 écoles du réseau. Donc les 15 écoles qui ont une structure comparable à la nôtre, c'est-à-dire qui sont pluridisciplinaires, avec plusieurs spécialités, qui ont des flux d'étudiants de l'ordre de 200, 250 à minima. Il n'y a plus beaucoup d'écoles en France qui ont ces caractéristiques-là, des écoles internes aux universités, qui ne sont pas déjà dans des réseaux et qui ont ces caractéristiques-là. Donc je pense qu'on ne va pas beaucoup évoluer. Par contre, ce qu'on a développé donc, sous mon mandat, c'est la notion d'école associée, et ça, on va essayer de le développer. Donc des écoles qui sont dans l'environnement du réseau Polytech, qui sont associées au réseau Polytech, qui bénéficient d'un certain nombre de choses, des procédures de recrutement, du savoir-faire des écoles du réseau, des règlements des études, tout un tas de choses. Et ça, on est en train de le développer. Aujourd'hui, on en a 3 en France, qui ont été faites pratiquement pendant mon mandat, même si elles ont été signées il y a pas longtemps. Et là, on est en train d'essayer d'associer beaucoup plus d'écoles que ça. Et là, on peut aller vers 6, 7, 8, 10 écoles associées. En fait, c'est toutes les écoles qui nous accompagnent, qui sont avec nous sur les concours de recrutement. Le concours GPI Polytech, le concours Ex3A, CCINP maintenant. Donc voilà, il y a toute une démarche qui est faite là-dessus. On regarde aussi sur l'international. On a associé une première école qui est à Tianjin, en Chine. Donc ça aussi, ça a été un processus d'accompagnement de cette école vers une certification CTI,
En fait, c'est Polytech Nice qui a accompagné cette école, qui a obtenu une certification CTI. Cette école a à peu près la même structure que nos écoles Polytech. Et nous avons décidé de l'associer au réseau. Donc, c'est la première. Le nom Polytech ? Alors, pour l'instant, elle ne porte pas le nom Polytech, elle porte le nom de Polytech Partner. D'accord. Polytech Partner qui est... qui reflète cette association. Voilà, le nom Polytech étant aujourd'hui, l'utilisation du nom Polytech en tant que membre du réseau Polytech est aujourd'hui en discussion. Mais le terme Polytech Partner, qui est un terme déposé, est affecté à ces écoles. Donc, première école en Chine. Et là, on est en train de regarder du côté de l'Afrique. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Le développement pendant les années qui viennent se situera beaucoup en Afrique. On regarde beaucoup de ce côté-là. Et justement, pour voir si on peut associer quelques écoles qui sont représentatives en Afrique et qui pourraient nous servir de hub, on va dire, vers ce continent. Je pense qu'on a une grosse responsabilité dans l'éducation nationale au sens large, dans l'enseignement supérieur en particulier, et dans le réseau Polytech aussi, vis-à-vis de la formation en Afrique. Donc là, il y a une grosse opération qui est en train d'être menée. Et là, si je comprends bien, on est dans la lignée gouvernementale qui consiste aussi à effectivement amener des processus et des infrastructures d'éducation en Afrique. Bien sûr, on est dans la lignée gouvernementale, on est aussi dans... Si on regarde les évolutions démographiques prévues par l'ONU, on s'aperçoit que dans les 15, 20, 30 prochaines années, les évolutions démographiques se feront en Afrique. Et d'où notre responsabilité de former ce continent. Alors, de façon très pragmatique et peut-être un peu égocentrée, est-ce que ça veut dire que pour les élèves de Polytech Montpellier, si un jour on a des Polytech Partners un peu partout en Afrique, en Chine ou dans d'autres pays, on peut imaginer des mobilités vers ces écoles-là et que ça fasse partie d'un cursus, d'un programme C'est déjà le cas avec Tianjin. D'accord. Alors, nous, on ne le pratique pas ici sur Montpellier, mais Polytech Nice envoie toutes ces promotions passer quelques mois à Tianjin et il y a déjà ce genre d'échange. Donc, c'est l'idée. L'idée, il faut vraiment que ça soit fait dans les deux sens. Ces échanges, souvent, on a tendance à faire venir les étudiants chez nous. L'idée, c'est nous aussi d'en envoyer ou alors d'aller les former sur place. Avec l'Afrique, l'idée, c'est plus d'aller les former sur place et surtout de ne pas trop les faire venir chez nous, parce que quand on s'aperçoit quand ils viennent chez nous, ils restent généralement, or que l'objectif ici, c'est vraiment qu'ils reviennent travailler chez eux et qui participent à l'évolution de leur pays. Donc là, ces associations nous permettront peut-être d'aller enseigner chez eux et apporter un petit peu notre savoir-faire pédagogique. D'accord. Une dernière question peut-être sur le réseau, ton travail au réseau. Est-ce que l'adossement des écoles Polytech à leurs tutelles universitaires, je ne sais pas si on peut employer le mot tutelle, tu me corrigeras, en tout cas à leurs amis soutien universitaire, est bénéfique? Est-ce qu'il est difficile à gérer? Est-ce que c'est quelque chose dont nous nous réclamons, nous sommes heureux, il faut que ça continue, ou est-ce que c'est compliqué à manager? C'est à la fois une force et une faiblesse. Oui. Mais pour rien au monde, je changerai. Aujourd'hui, notre appartenance à l'université est, je le pense, extrêmement importante. L'université, c'est un lieu extraordinaire, un lieu de savoir, de recherche, et on a la chance d'être adossé à tous ces laboratoires de recherche, et ce qui fait derrière la qualité de nos enseignements. Et ça, il ne faut absolument pas le changer. D'ailleurs, dans le cours de l'histoire fait qu'aujourd'hui, toutes les écoles sont incitées à rentrer dans les universités. Donc ça, c'est l'aspect positif. Il y a aussi un aspect négatif, c'est que l'université, c'est des gros machins. Hein, donc ça perd un peu en agilité, et que les décisions sont souvent longues à prendre et il faut remonter au plus haut niveau pour que les décisions se prennent. Donc perte d'agilité. C'est un inconvénient, mais quand on regarde par rapport aux avantages que ça peut avoir, par rapport à l'immersion recherche, par exemple, c'est incomparable. Est-ce que les présidents d'université sont associés à votre travail de réseau? Est-ce que parfois vous les consultez dans votre travail de réseau, ou est-ce que c'est en aval de vos décisions qu'ils sont consultés? Alors les présidents d'université sont complètement associés à notre travail de réseau.
Pour tout dire, le réseau Polytech a mis en place une fondation il y a 2-3 ans maintenant, une fondation partenariale Polytech. Donc la fondation partenariale, c'est l'organe qui permet de porter le réseau, de donner une valeur juridique et morale au réseau. Et nous avons souhaité qu'au conseil d'administration de cette fondation partenariale, qui prend les décisions pour le réseau, ce soit les présidents d'université qui y siègent. D'accord. Donc ce ne sont pas les directeurs qui y siègent, ce sont les présidents d'université et des industriels bien sûr, mais ce sont les présidents d'université. Donc tout le travail est organisé et préparé en amont par le directoire du réseau Polytech, qui comprend les directeurs, mais tous les sujets sont portés après devant ce conseil d'administration qui prend les décisions, et donc c'est les présidents d'université. D'accord. Donc ils sont complètement associés à notre système réseau Polytech. Et après, en interne sur les écoles, bien sûr, qui sont associés, c'est eux les chefs d'établissement, c'est eux nos patrons. Oui. Hein. Mais donc moi, en fait, j'essaie de voir ça du point de vue de l'étudiant. Il y a une fierté d'être Polytech, et il y a une fierté d'être universitaire également. C'est-à-dire qu'on fait partie tous, dans nos écoles Polytech, d'une université dans chacune de nos villes. En tant qu'étudiant. Les étudiants se disent... je suis ingénieur, mais je fais partie de l'université. Je pense que pour un étudiant aujourd'hui d'une école d'ingénieur, il y a une vie étudiante qui se passe vraiment au sein de l'école. Hein, je pense qu'un étudiant est avant tout étudiant de l'école. Il ne sait pas très bien ce qui se passe autour, et les structures qui sont autour le dépassent un peu. Alors il voit bien qu'il y a une UFR des sciences, il y a la fac de médecine, mais je pense qu'ils ne comprennent pas tout de l'écosystème. Après, il y a la notion de laboratoire, mais le laboratoire, je ne suis pas sûr que les étudiants savent que le laboratoire appartient aussi à l'université et qu'il est géré en partenariat avec les organismes de recherche, tout ce genre. Je ne suis pas sûr que l'étudiant se préoccupe de cet aspect structurel. Lui, ce qu'il voit, c'est son lieu de vie, et son lieu de vie, c'est l'école. Et dans une école d'ingénieurs, le lieu de vie des étudiants est important. Ok, alors on va passer peut-être maintenant à plus de la projection que de la rétrospection. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu de raisonner pas dans la science-fiction, mais on va imaginer qu'on aurait des fonds illimités. Et première chose, comment tu changerais Polytech Montpellier à fonds illimités ? C'est-à-dire si on mettait des millions et des millions d'euros sur la table en disant « Serge, tu fais ce que tu veux, le président de l'université est d'accord, on a les sous, qu'est-ce qu'on fait ? Fais-toi plaisir. » Alors d'abord, il y a une chose, c'est qu'à mon âge, j'ai arrêté de rêver sur cet aspect-là. Juste pour le Polycast. Voilà, juste pour le Polycast, on peut essayer de réfléchir à ça, mais les fonds illimités, on les aura pas, et on dispose de fonds, je dirais aujourd'hui, qui nous permettent de faire notre travail dans de bonnes conditions. Non, en fait, l'exercice, si tu veux, voilà. Serge, c'est plutôt de te dire quelles sont les choses dont je rêve et dont je sais qu'elles ne sont pas réalistes. Tu vois, c'est un exercice de... effectivement, c'est peut-être frustrant, puisqu'on ne pourra pas le faire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait les fonds ? Bon, je peux dire ce qui nous manque aujourd'hui. Bon, ce qui nous manque un petit peu, c'est bien sûr du budget. Du budget de fonctionnement. Je pense qu'on pourrait accompagner nos élèves beaucoup plus, avec un peu plus de budget, notamment sur leur mobilité à l'international, par exemple, en les accompagnant financièrement. Il faut savoir qu'à l'école, aujourd'hui, on a 40% de boursiers, donc un certain nombre, beaucoup d'élèves qui sont un petit peu en difficulté financière. Donc, on pourrait les accompagner beaucoup mieux que ça. Certaines écoles y arrivent, ont des fonds pour le faire. Je pense aux plus grandes. On peut penser à Polytechnique. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais sur cet aspect-là, je pense qu'on a des progrès à faire sur des bourses pour les étudiants, notamment pour les déplacements. Soutien financier aux étudiants. Soutien aux étudiants. D'accord. Est-ce qu'en termes d'équipement, tu as des rêves ? Équipement, pour moi, ça veut dire autant les bâtiments que c'est le deuxième point. Les machines. C'est le deuxième point. Et là, par exemple, c'est un point qui souligne un petit peu la lourdeur de l'université. On est dans une école qui a 30 ans aujourd'hui, qui a été faite
pour 700 étudiants. Si on compte les prépas, les PEIP aujourd'hui, on est 1400 sur l'école, et 1400 étudiants. Donc on est en permanence en train d'essayer de pousser les murs et d'essayer de trouver des espaces. Aujourd'hui, on manque d'espace. Alors, moi j'ai essayé j'ai monté un dossier il y a 10 ans pour essayer de dégager des espaces pour les étudiants au sous-sol. J'ai eu des bâtons dans les roues, on m'a dit que c'était inondable. Au sous-sol de ce bâtiment 31, parce que je n'avais pas la possibilité de faire autrement et qu'il y a des mètres carrés qui sont, de mon point de vue, utilisables. Le dossier a duré 10 ans. Aujourd'hui, il n'est toujours pas sorti de terre. Alors, normalement, les travaux doivent commencer. J'espère que Lionel Torres pourra en bénéficier et qu'on pourra dégager des mètres carrés. Mais des mètres carrés, pourquoi faire ? Pour la vie étudiante. Et ce qu'il nous faudrait aussi, c'est des mètres carrés pour pouvoir développer de nouvelles méthodes pédagogiques. Des espaces d'e-learning, des espaces de collaboration, etc. Ça, on voit que ça prend un petit peu partout. On le voit chez IBM, on le voit chez Sanofi dans les boîtes, on le voit dans les écoles d'ingénieurs qui ont de la place. Nous, on manque de place pour faire ça. Et ça, en fait, ce qu'il nous faudrait, c'est un peu de mètres carrés, c'est des bâtiments. Alors, nous avons fait un projet qui sera peut-être retenu dans le cadre du CPER, contrat de plan État-Région, pour développer des nouveaux bâtiments qui nous permettront de faire ça, et notamment aussi pour développer l'apprentissage. Le CPER est en route, on verra si ce projet est retenu, mais c'est des projets à 10 ans. C'est des projets à 10 ans. Donc mon successeur, s'il fait 2 mandats, il en verra peut-être la fin. Oui. Non, mais ça prend du temps. Mais là, en plus, on se projette très très loin, c'est bien. Donc, tu me dis du soutien financier aux étudiants, de l'espace pédagogique. Des mètres carrés. Et le troisième, c'est des bras. C'est pardon ? Des bras. Des bras, eh oui. Des bras. Oui. On a plein d'idées, ça, on manque pas d'idées. Par contre, on n'a pas assez de bras pour les réaliser. Donc là, on est en train de monter une nouvelle formation par apprentissage en informatique. Il nous faudra des bras. Les dernières formations qu'on a montées par apprentissage, notamment que ce soit EGC, que ce soit SE, il nous faut système embarqué et eau et génie civil. Il nous faudrait aussi des bras supplémentaires. Là, on a quelques enseignants, 2 ou 3 par spécialité, un peu plus en SE, puisqu'on a réussi à équilibrer. Mais là aussi, il nous faudrait des bras supplémentaires parce que avec 2 ou 3 enseignants titulaires, le système reste fragile. Oui. Et ce qu'il faut dire, et tu en fais partie, c'est qu'on a des personnes, des enseignants qui interviennent, qui ne sont pas sur des statuts stables, des personnes de très grande qualité. On en a en administratif, on en a en enseignant, on en a en technique. Mais ça serait bien de pouvoir les stabiliser aussi. Ce serait parfait, effectivement. Alors, après, on peut raisonner hors Polytech, c'est-à-dire si tu devais, imagine que tu as peut-être 20 ans de moins, beaucoup d'énergie, ça je veux bien, ouais. Voilà, et plein d'argent, et tu as envie de monter une école d'ingénieur. Et à ce moment-là, est-ce que tu remontes une école type Polytech ? Est-ce que tu changes la façon... Alors là, on peut imaginer tout. Moins d'étudiants, plus d'étudiants, moins de filières, plus de filières, plus de techniques, moins de techniques. Là tu rêves comme tu veux. L'idée étant, qu'est-ce que serait une école idéale pour toi, avec à fond illimité et toute ta vie devant toi ? Alors, les écoles, il y a divers types d'écoles. Je crois que chaque directeur a sa problématique propre. Il y a les écoles qui dépendent du ministère d'enseignement supérieur, qui sont internes, d'autres qui sont externes. Il y a des écoles qui sont consulaires, qui sont privées, etc. Chacun a sa problématique. Moi, ce qui est sûr, c'est que si j'avais à remonter une école, je referais un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je remonterais une école dans le milieu universitaire. D'accord. Il y a quelques années, c'était peut-être pas ma vision des choses. Je pense que les écoles externes avaient plus de potentiel. Aujourd'hui, je me suis aperçu que être dans le milieu universitaire, c'est une force énorme. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, il y a des contraintes, mais c'est une force énorme. Et je crois que dans les 10 ans qui viennent, pratiquement toutes les écoles se retrouveront dans ce milieu universitaire. Ce qu'il va falloir, c'est qu'on leur laisse un petit peu d'autonomie et d'agilité. Mais
Mais l'intelligence collective fera qu'on y arrivera et que dans 10 ans, le paysage aura complètement changé. Donc sur cet aspect-là, je ne changerai rien. École interne à l'université. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qu'on changerait. On a parlé de bâtiments, de personnel, etc. On a, sur le site, il y a quelques années, pris des orientations qui nous desservent aujourd'hui. On a mis des laboratoires un petit peu loin de l'école. Alors, ils sont à 4-5 km sur loin, sur c'est pas d'autres très sites. loin, 3-4-5 km. C'est pas très loin, mais ça oblige à prendre la voiture. Oui. Ça oblige à prendre la voiture, voilà. Ça oblige à ne pas être sur place dans l'école et avoir 2 bureaux. Donc, une gestion particulière d'une part, pour les enseignants. Les enseignants sont toute la journée dans leur laboratoire, ils ne sont pas à l'école, donc ils ne voient pas les étudiants. Pour les gens qui s'occupent, qui sont en direction de l'école, donc ils sont à l'école, ils ne sont pas dans leur laboratoire. Et pour les étudiants eux-mêmes. Et pour les étudiants, voir les enseignants, ce n'est pas simple. Donc, une école, il faut que les laboratoires soient sur place. On a pris un virage un petit peu différent il y a 20 ans sur le site Saint-Priest, ici, site Triolet et Saint-Priest, qui, à mon avis, est aujourd'hui un petit peu dommageable sur cet aspect-là. Et si on pouvait revenir en arrière, mais on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut plus revenir en arrière là-dessus. Sauf si on piétonne toute la zone entre nous et Saint-Priest. Ouais. On pourrait imaginer ça. Est-ce qu'il y a des exemples d'écoles Polytech qui ont réussi ce travail d'insertion de leurs appareils de laboratoire, etc., au sein de l'université Alors, il y a même des écoles qui ont des labos propres dans l'école. Je pense à Nantes, à Chambéry, qui ont leur labo dans l'école. C'est pas là-dessus que je veux revenir. Je pense que la notion de laboratoire mixte et sur lequel on côtoie des collègues de l'IUT, de la fac de sciences et d'autres structures est importante. J'ai pas envie d'avoir des laboratoires à intégrer à l'école. C'est pas ça qui m'intéresse. Il faut que le laboratoire soit ouvert sur d'autres structures, mais il faut une proximité géographique pour les étudiants et pour nous, accessible. Ouais. D'accord. Alors, on est toujours dans le rêve. En termes de pédagogie, est-ce que tu imagines qu'il y aurait différentes façons d'enseigner les matières qui forment un ingénieur? Est-ce qu'il faut imaginer... Une des choses qui m'intéresse, c'est que, par exemple, à Polytech, on a beaucoup de salles où les tables sont alignées les unes à côté des autres. Je mets peut-être les pieds dans un débat ou une controverse. Je n'ai aucune envie de faire la controverse. Mais je me posais la question de savoir, est-ce qu'on peut enseigner à des ingénieurs, est-ce qu'on peut former des ingénieurs de façon beaucoup plus... non pas classe inversée, mais pas forcément assis à un bureau en train de gratter sur du papier. Ou est-ce qu'on est forcément dans un rapport de l'enseignant au tableau et des étudiants qui grattent leur papier ou qui tapent sur leurs iPads? Est-ce que toi, dans un rêve d'école, tu imagines d'autres façons de faire passer la connaissance? Moi j'ai pas de rêve là-dessus. D'abord, ça va dépendre essentiellement des matières qu'on enseigne. C'est sûr que quand on enseigne le fonctionnement d'un transistor, c'est différent que quand on enseigne l'anglais, par exemple. Donc les contraintes sont différentes et les postures sont peut-être différentes. Moi, je crois beaucoup à la diversité et à ce que les enseignants fassent des essais des expériences et s'approprient les locaux pour faire des expériences. Alors, pédagogie inversée, pédagogie par projet, tout ça s'est lancé à l'école. Tout ça existe. Je sais que personnellement, j'avais commencé à essayer d'avoir une pédagogie un petit peu comme ça, notamment avec tout ce qui est projeté, les exercices corrigés, des simulations en même temps faits par les étudiants. Personnellement, je suis revenu en arrière. Pourquoi ? Parce que ma discipline m'a obligé presque à revenir en arrière. Je me suis aperçu que pour faire passer les messages que j'avais à faire passer, l'apprentissage, soit il me fallait beaucoup plus de temps pour que l'élève, par lui-même, arrive à trouver les clés. Et ça, j'en disposais pas. On a des maquettes qui sont contraintes.
soit il survolait des choses et qui ne restaient pas après gravées dans son esprit. Et pour tout dire, bon, j'ai essayé pas mal de choses et je suis revenu aujourd'hui au tableau et à la craie. Et j'oblige les élèves à écrire à la main. Et quand ils ont écrit à la main, généralement ils s'en souviennent. Absolument. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est une vérité universelle, hein, mais je crois qu'il faut tout essayer. Mais attention, nouvelle pédagogie veut aussi dire il faut du temps. Il faut laisser les élèves partir sur des mauvaises voies, revenir, se faire la main, etc. Donc il faut du temps. Donc il faut un peu un mixte des deux. Je crois qu'on n'évitera jamais le cours magistral. Alors si on peut le faire en petits effectifs, c'est mieux. C'est mieux, mais c'est plus cher. Et les projets sur lesquels ils se font la main, mais il faut du temps. Okay. Alors après, ce qu'on peut essayer de développer aussi, et c'est ce qu'on va essayer de faire à Polytech, enfin dans le réseau Polytech avec les espaces de travail distribués, c'est des formations à distance. C'est-à-dire que quand on fait un cours ici, que des élèves qui soient à Nantes, à Grenoble, à Lille ou à Paris puissent le suivre de manière interactive. Tu veux dire type MOOC Non, pas en ligne. En ligne, interactif en ligne. Donc là, on doit disposer normalement cette année, payé par le programme Avosti, le réseau Polytech, d'espaces qui nous permettront de faire ça. Tout reste à inventer là-dessus. Hein. On va avoir les matériels, maintenant il faut qu'on invente les pédagogies qui vont derrière. Je vais essayer du rêve. De regarder un peu de ce côté-là et voir ce qu'on peut faire. Alors ça c'est important à l'intérieur du réseau Polytech, c'est important aussi pour nos opérations à l'extérieur et à l'étranger notamment, et notamment en Afrique, de pouvoir faire des cours interactifs avec des collègues africains. Excellent. Alors, on approche de la fin de cet entretien. J'ai encore deux bonnes questions à te poser. La première, c'est en ce qui te concerne. Donc, comment on passe d'une vie hyperactive, on cumule deux fonctions très, très sollicitantes, à haut niveau, et tout d'un coup ça s'arrête et on reprend l'enseignement. Est-ce que tu t'es conditionné? Est-ce que c'est très très dur ce retour à l'enseignement? Je pense que tu adores enseigner, donc je pense qu'il y a une partie de toi qui s'y retrouve, mais est-ce qu'il n'y a pas ce moment en anglais on dit withdrawal, un peu comme une drogue qui s'arrête et il y a un moment de sevrage? Ouais, c'est difficile. C'est dur. C'est difficile, ça s'arrête du jour au lendemain. Voilà. Du jour au lendemain. Alors, on a beau s'y préparer, on sait, on connaît l'échéance et on essaye de s'y préparer un peu, mais on est en suractivité, d'autant plus que je menais les deux fonctions avec celle du réseau, de coordinateur du réseau. On est en suractivité du jour au lendemain, plus rien. Donc, en fait, il faut reconstruire quelque chose. Donc là, personnellement, je suis retourné au laboratoire. Oui, d'ailleurs, on a le plaisir de te voir. Et je reprends mes marques doucement au laboratoire, donc avec mes marques avec l'équipe de recherche, les travaux en cours au LIEM. Donc essayer de voir un petit peu ce qui se passe, et petit à petit, je resuivrai quelques travaux de recherche. Donc tu vas reprendre des doctorants? Alors reprendre des doctorants, j'en accompagnerai probablement. Oui. Diriger des doctorants de manière officielle, je ne pense pas, parce qu'il va me rester 2-3 ans avant de prendre la retraite, et un doctorant c'est sur 3 ans. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est faire profiter de mon expérience, mon équipe de recherche, et d'intervenir sur un certain nombre de sujets que je maîtrise, j'estime encore maîtriser à peu près. Voilà. Donc on a du temps en fait, quand on n'est pas un directeur et coordinateur du réseau. On a du temps pour réfléchir. Les dossiers qu'on prend en main vont beaucoup plus vite généralement, parce qu'on n'est pas dérangé. Et je suis un peu dans cette période-là. Voilà, Est-ce que ça va te permettre, est-ce que c'est comme ça que tu vois les choses peut-être, de reprendre tes activités, ton jardin secret ou pas, tes activités sportives, que je ne dévoilerai pas, sauf si tu as envie d'en parler? Non, mais c'est sûr. J'ai besoin aussi de ça. Pendant 10 ans, j'ai arrêté beaucoup d'activités, notamment d'activités sportives, et je le ressens aujourd'hui. J'ai besoin de m'occuper de moi aujourd'hui un petit peu, et de refaire un petit peu de sport. Mens sana corpore sano. Voilà, tout à fait. Et là, je vais avoir un peu de temps pour le faire. Okay, j'aurai plus à faire les mails le soir en rentrant. Je pourrais aller à la salle de sport passer du temps avec ta femme aussi. Passer du temps avec ma femme, ou aller jouer au tennis, ou faire des choses comme ça. Super. Voilà. Super. Bon,
Donc tu confirmes, c'est très dur ce moment de cet arrêt. Oh, très dur. Oui, c'est pas simple. C'est pas simple. Voilà. Avec modestie, il dit c'est pas simple. Donc ma dernière question, en fait, elle est courte dans les mots, mais tu peux élaborer et en parler autant que tu veux. C'est quel message tu as envie de faire passer? Moi, j'ai envie de dire que les étudiants de Polytech sur toutes ces décennies, ce sont tes étudiants, mais ce sont aussi tes enfants, dans le sens où ce sont des gens que tu as accompagnés presque de façon, tu les protèges, tu les éduques, donc de façon parentale. Donc il y a une espèce de parentalité. Et donc au moment où tu les vois tous partir et au moment où toi, tu commences à dire, OK, je vais peut-être ralentir moi-même mon implication en Polytech, quel est le message que tu as envie de faire passer à tous ces étudiants, à toutes ces jeunes âmes qui se posent plein de questions. Elles ne sont pas seulement dues au changement climatique, qui se posent des questions sur le futur, l'économie, ceci, cela, qu'elles soient des questions présentes, comme le coronavirus, mais qui ont un peu peur. Et comment tu les rassurerais pour leur dire « N'ayez crainte, bossez et ça va passer ». Mais tu sais, les messages à faire passer aux étudiants, j'ai un petit peu l'habitude parce que pendant 10 remises des diplômes, 10 ans de remises des diplômes, à chaque fois, j'avais une petite lettre avec quelques messages aux étudiants. Donc c'est un petit peu toujours les mêmes. Ce que je leur dis, c'est qu'aujourd'hui, ils ont les clés. Ils ont les clés du système et que maintenant, c'est à eux d'agir. Alors, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de problèmes on a eu une conférence il n'y a pas très longtemps de Jean-Marc Jancovici sur l'évolution du climat, sur les problèmes énergétiques, sur les problèmes démographiques, etc. Donc on se pose beaucoup de questions. Mais toutes les générations se sont posées des questions. La génération de nos parents se sont posé des questions de la reconstruction après la guerre. Nous, on s'est posé un certain nombre de questions. C'était l'époque du sida. Enfin, je crois que toutes les générations ont leurs problèmes propres. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont la chance... Nos élèves ont la chance de sortir avec un beau diplôme. C'est un vrai diplôme qui leur donne accès à du boulot. Et ça c'est important. Après, les problématiques du monde, ça sera à eux de les prendre en compte. Alors la problématique climatique, on en a entendu parler il y a 2 jours, avec la conférence de Jancovici. Elle est compliquée. Mais je pense que rien n'est peut-être contrairement à ce que disait Jean-Marc Jancovici, rien n'est irréversible aujourd'hui. Et ils trouveront les clés de l'énergie, les clés du climat, etc. Et c'est à eux de mener aujourd'hui la réflexion là-dessus et de titiller nos politiques sur ces aspects-là. Voilà. Et comment tu réponds peut-être à certains des individus qui ont un peu peur, qui sont déprimés? Tu leur dis c'est à eux, vous avez les clés. Et s'ils te répondaient mais je ne sais pas où commencer, je ne sais pas quoi faire pour démarrer ma vie, démarrer ma carrière, répondre aux attentes des uns et des autres. Est-ce que toi, si tu te replaces dans ta jeunesse, qu'est-ce qui t'a motivé quand tu avais 20 ans pour dire j'y vais? Pour démarrer leur carrière, ils ont toutes les clés, ils ont été formés pour. Oui. Ils ont fait des stages, ils ont fait des projets, et ça, naturellement, ils vont arriver à être embauchés dans une entreprise. Après, c'est à eux de se préoccuper de ce qui se passe à côté. Donc leur boulot, un informaticien, il va faire de l'informatique, un électronicien, il va faire de l'électronique. Ce qui se passe à côté, c'est à eux de s'intéresser au monde dans lequel ils Donc garder une curiosité. De garder cette curiosité, de se former tout au long de la vie, parce que les techniques qu'on leur a appris, dans 5 ans, elles seront obsolètes. Les bases resteront, mais dans 5 ans, elles seront obsolètes. C'est d'être curieux et de s'occuper de ce qu'il y a autour d'eux. Et le climat en fait partie, et l'énergie en fait partie, et l'évolution démographique aussi. Donc à eux de travailler, à eux de bosser et de réfléchir notamment à ça. Alors c'est vrai que notre génération a bénéficié un petit peu de tout ça, mais a réglé d'autres problèmes. Oui. Voilà. Ok, écoute Serge, je vais te remercier. Il me reste à te dire qu'on est vraiment content que tu aies présidé au Destiné de Polytech. C'est vraiment une chouette école. Peut-être qu'on te demandera de revenir pour venir distribuer les blâmes et les louanges à Lionel, une fois qu'il aura un peu bossé. Dans 10 ans. Voilà. En attendant, on te souhaite bon enseignement et puis encore une fois, tu reviens quand tu veux. Bien, merci Syl. Et je suis toujours là, donc je suis dans les parages. Excellent. À bientôt. Allez, à bientôt. Bye.